Bonjour, je suis ravie de partager ce webinaire en votre compagnie. Et le thème de ce webinaire est manager. Pourquoi, comment développer l'intelligence collective au sein de vos collectifs de travail, de vos équipes. Euh, je me présente rapidement, Ida Pérez. Je suis formatrice de manager en management, en intelligence émotionnelle également. Je suis coach en entreprise et facilitatrice en intelligence collective. Et vous comprendrez que ce thème me tient particulièrement à cœur. Lors de ce webinaire, je vous propose de répondre à la question pourquoi et comment développer l'intelligence collective au sein de vos collectifs de travail, de vos équipes. En abordant d'abord l'origine de l'intelligence collective pour répondre à la question de pourquoi, et donc de mettre en exergue les principes clés appliqués au management. Et ensuite, comment mettre en œuvre, développer cette intelligence à partir de quels outils, astuces, pratiques que je vais vous proposer parmi d'autres. Il y en a beaucoup. Pour commencer, une définition. Une définition parmi d'autres. L'intelligence collective est la capacité d'un groupe d'individus à collaborer, penser, travailler, parfois même ressentir ensemble pour résoudre des problèmes, mais prendre des décisions, innover, créer de nouvelles solutions de manière beaucoup plus efficace que ne le ferait un seul individu. J'aime également mettre en avant la définition d'Howard Bloom parce qu'elle met en exergue deux dimensions qui sont complémentaires, qu'il associe et que je pense utile pour vous en tant que manager de garder à l'esprit, d'avoir à l'esprit. C'est d'abord ce que chaque individu apporte, la capacité de chacun d'entre eux à contribuer, mais c'est aussi la capacité du collectif, de la communauté, à faire avec ce que chaque individu apporte. Et c'est bien cette balance et cet équilibre entre les deux qui crée les conditions pour le développement de l'intelligence collective. Je vous propose de nous pencher à présent sur ce que la compréhension, les éclairages des origines de l'intelligence collective peut nous apporter. L'intelligence collective trouve ses racines profondes dans la biologie, la philosophie et la sociologie. L'observation du vivant a éclairé la notion d'intelligence collective de manière extrêmement prégnante. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont fait la synthèse des connaissances récentes en matière d'évolution. Comment les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, se sont adaptés pour faire face aux évolutions constantes des conditions de vie de manière à survivre. Eh bien, ils ont mis en évidence que le moteur de l'évolution est bien plus l'entraide que la loi du plus fort. La coopération est beaucoup plus présente que la coopération chez toutes les espèces, et ce, depuis toujours. C'est plus qu'une loi, c'est un principe du vivant. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, mais celles qui ont su le plus coopérer avec leur environnement. La prédominance de la coopération sur la compétition n'est pas une idée nouvelle. Et c'est Charles Darwin, je vais vous surprendre peut-être en vous disant cela, qui a décrit dans son ouvrage L'origine des espèces au début du 19e siècle que cette coopération prédominait, même si une partie de sa théorie a été oubliée ou déformée au profit d'une version, je dirais, orientée. Les théories de la sélection naturelle et de la survie du plus fort, en fait, collaient mieux, davantage avec les politiques expansionnistes et colonialistes de l'époque.
et du coup permettait de défendre la domination des peuples par d'autres. Ceci étant, si on se penche sur nos connaissances, nous avons de nombreux exemples, de coopération dans le vivant. Hem, Qu'est-ce qui fait que des individus, des espèces, à un certain moment de l'année, vont se coopérer pour se déplacer en formation? Je pense notamment aux oiseaux migrateurs, vous l'aurez compris. De même, dans le monde végétal, eh bien, il y a des échanges, les relations en tout cas, qui vont permettre d'échanger, de coopérer de manière à maintenir les équilibres, qui sont nécessaires et profitables à tous. Je pense notamment aux mycorhizes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cette association symbiotique entre les racines et une diversité d'espèces de champignons qui permettent, des échanges directs d'eau et de nutriments entre ces 2 partenaires nécessaires à leur survie. Je pense également au il y a eu un documentaire il y a quelques années, c'est pas si vieux, de ces réseaux racinaires d'arbre en arbre qui permettent la transmission d'informations et la propagation de celles-ci très rapidement. Si on pense au monde des insectes, vous aurez certainement en tête, le monde des fourmis, qui agissant collectivement, sont capables de résoudre des problèmes qu'elles ne seraient pas du tout en mesure d'affronter seules, comme l'adaptation à des conditions climatiques qui ont changeantes, des terrains particuliers, mais également l'optimisation de l'énergie, de la force. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce travail collaboratif des fourmis se réalise sans chef ni autorité. Dernier point qui a été souligné par Servigne et Chapelle qui me paraît intéressant, c'est qu'il relève que c'est dans les périodes d'instabilité et de pénurie que les organismes vivants développent des mécanismes d'intelligence collective et que seules les périodes de stabilité et d'abondance sont propices à la compétition. Je vous laisse définir qu'est-ce qui est plus propice dans l'environnement que vous vivez vous-même actuellement. Pour ce qui est de l'éclairage, de la philosophie, nous pouvons citer, Pierre Lévy, philosophe, sociologue français, l'un des premiers à avoir, théorisé sur le concept d'intelligence collective en 94, en situant l'intelligence collective dans une perspective anthropologique, c'est-à-dire l'étude du comportement des sociétés humaines en fonction de leur environnement. Et il défend que les nouveaux moyens de communication qui permettent aux groupes humains de mettre en commun leur imagination, leur savoir, ce qu'il a appelé le collectif intelligent, peut créer une forme sociale inédite, une démocratie en temps réel. En d'autres termes, d'après Pierre Lévy, grâce au cyberespace, dispositif technique, une société pourrait s'auto-organiser sans passer par une entité supérieure, un État. Le cyberespace créerait une sorte d'état d'esprit au sens propre, le résultat positif de la somme de toutes les intelligences des membres de la société. Et ça m'amène à ouvrir notre compréhension de l'intelligence collective à partir notamment de ce qu'a apporté l'émergence de la technologie. Et quoi de mieux, pour commencer, que de citer le crowdsourcing. Dans le début des années 2000, les plateformes en ligne comme Linux ont démontré la capacité des foules à collaborer pour produire de la connaissance et résoudre des problèmes. L'exemple le plus emblématique qu'on puisse citer est celui de Wikipédia, où des milliers d'utilisateurs collaborent pour créer une encyclopédie mondiale, et ceci sans hiérarchie centralisée. Deuxième apport, quand on considère le fait que l'avènement des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou LinkedIn a permis une forme inédite d'intelligence collective en connectant des millions de personnes à travers le monde. On peut décrier une partie des effets de ces réseaux sociaux, mais ils ont permis une forme d'intelligence collective activiste. L'exemple le plus
marquant est celui du mouvement citoyen Le Printemps arabe, durant lequel les réseaux sociaux ont été utilisés pour coordonner des actions et diffuser de l'information à grande échelle et permettre son avènement. Enfin, avec l'intelligence artificielle, l'intelligence collective s'est étendue au domaine où les humains collaborent avec des machines intelligentes pour résoudre des problèmes. L'exemple du machine learning ou apprentissage automatique est un domaine particulier de la science, notamment une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui consiste à laisser des algorithmes, des opérations mathématiques, découvrir des patterns, c'est-à-dire des motifs récurrents dans un ensemble de données, que ces données soient des chiffres, que ce soit des mots, des images, des statistiques, peu importe. Ces algorithmes apprennent de manière autonome à effectuer des tâches et à réaliser des prédictions. Et qui plus est, s'enrichissent, apprennent au fil du temps à développer leur intelligence. L'observation des comportements humains, enfin dans des foules, peut également être une source d'inspiration pour comprendre l'intelligence collective. Alors, j'imagine que quand j'ai dit foule, groupe, vous avez peut-être immédiatement, et vous n'êtes pas les seuls, nous sommes nombreux comme ça, une perception plutôt négative du comportement de l'humain en foule. D'ailleurs, Pierre Desproges, l'humoriste, enfin cet ancien humoriste avec un humour assez noir, disait que, lorsque les hommes sont réunis, leur intelligence s'additionne plus qu'elle ne s'additionne pas, elle se divise. Bon, c'est, un peu sur l'aspect, humoristique, mais plus sérieusement, Gustave Le Bon, médecin, anthropologue, sociologue de la fin du 19e siècle, qui s'est beaucoup intéressé à la psychologie des foules, défendait que l'individu se trouve altéré par la foule, qu'il devient surtout soumis à l'inconscient et régresse vers un stade primaire de l'humanité. Alors, je pense qu'on a dû garder ceci et il y a forcément du vrai, puisque ça fait l'objet d'études de Gustave Le Bon. Cependant, c'est intéressant aussi de souligner que James Surowiecki a mis en évidence que, sous certaines conditions, la foule peut prendre de meilleures décisions qu'un petit groupe d'experts. Il démontre, à travers de nombreux exemples, que la foule posséderait, alors peut-être pas une grande sagesse, mais tout au moins un intéressant pouvoir d'évaluation statistique. Un des exemples qu'il cite, c'est celui du domaine de l'économie, avec notamment la prédiction des marchés financiers. Alors, je vous disais qu'il évoquait certaines conditions. C'est intéressant parce qu'on les évoquera comme étant également des piliers de l'intelligence collective. Il a mis en évidence 3 conditions. La première est celle de la diversité, avoir des personnes de divers milieux et avec des idées originales. La deuxième condition, l'indépendance, permettre à ces avis divers de s'exprimer sans influence, notamment de la part des pairs, PAIRS. Et la décentralisation, c'est-à-dire agréger ces différentes évaluations, jugements, plutôt que de laisser une autorité ou un système de vote déterminer le résultat. Alors, à la lumière de ces éclairages, je vous propose à présent de faire le lien avec le management. D'abord, j'aimerais mettre en évidence, pointer quelques avantages de l'intelligence collective en management. Le premier que j'ai envie de citer est l'amélioration de la prise de décision. Le fait de rassembler différentes perspectives et expertises fait que les décisions sont beaucoup plus éclairées et équilibrées, parce que ça permet de réduire les biais individuels et que ça augmente la probabilité de prendre en compte
tous les aspects d'un problème. Deuxième avantage, le renforcement de la créativité et de l'innovation au sein des équipes. En combinant les idées et les expériences, l'intelligence collective stimule la créativité et génère des solutions innovantes qu'un seul individu n'aurait pas pu envisager. Enfin, le troisième avantage, l'optimisation de l'efficacité et de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un système à surmonter une altération pour revenir à un fonctionnement équilibré et normal. Bien, le partage de connaissances entre membres de l'équipe la rend beaucoup plus adaptable face aux défis, aux difficultés, aux obstacles et moins dépendante d'un seul individu. Alors, quelles sont les conditions, les 4 piliers de l'intelligence collective? Premier pilier, la diversité, comme le disait Surowiecki. Diversité des compétences, diversité des expériences, diversité des perspectives comme source de richesse. Deuxième pilier, cohésion et communication ouverte. Favoriser les échanges de manière à ce qu'ils soient transparents et le plus sincères possible. Troisième pilier de l'intelligence collective est la confiance et la coopération. On revient sur cette le pendant de la définition de Howard Bloom, créer un environnement où chacun se sent suffisamment à l'aise pour partager ses idées. C'est le troisième pilier indispensable à la contribution de chacun des membres et le développement de l'intelligence collective. Et enfin, quatrième pilier, le fait de permettre un engagement vers un objectif commun. C'est-à-dire que l'intelligence collective suppose au démarrage d'aligner l'ensemble des membres d'un collectif vers un but partagé par tous. Je vous propose de regarder d'aborder des exemples de mise en œuvre concrète d'entreprises qui ont mis en œuvre l'intelligence collective dans leur quotidien de travail pour nous en inspirer. 3 entreprises qui ont favorisé l'innovation participative. Par exemple, à la SNCF, plus de 11 000 idées sont proposées chaque année par plus de 9 000 salariés, dont 1 sur 2 est mise en œuvre avec succès. C'est un magnifique levier de création de valeur pour l'entreprise et surtout d'expérience pour les collaborateurs qui se sentent ainsi reconnus et valorisés dans leur contribution. Safran a lancé en 2007 un programme d'amélioration continue au niveau mondial afin de booster l'innovation en incitant les salariés à proposer davantage d'améliorations. Et on peut également citer l'exemple d'Air France qui, depuis 25 ans, grâce à une démarche qu'il a appelée DIP, DIP, euh, démarche d'innovation participative, permet aux salariés de participer à la stratégie du groupe en proposant des idées et des suggestions. Danone donne un exemple intéressant d'intelligence collective à travers la One Person, One Voice Initiative, qui permet la responsabilisation de chaque employé en les rendant actionnaires. Et du coup, la contribution des salariés est encouragée à travers le monde entier dans la prise de décision et des processus d'innovation également. Chez Decathlon,
Nous avons, un exemple de management collaboratif, intéressant. Ce modèle de management collaboratif favorise, l'autonomie et la responsabilité des équipes à l'échelle locale qui disposent, d'une grande liberté de tester et du coup de proposer de nouvelles idées, comme par exemple des produits qui sont spécifiquement, adaptés, qui répondent spécifiquement à des besoins locaux. Heu, Dernier exemple, celui de Spotify, que j'ai envie de mettre en lumière, parce que Spotify, heu, s'appuie sur les principes, enfin les modèles agiles, les principes agiles à l'échelle de l'entreprise, entière, c'est-à-dire internationale. Ce mode d'organisation inspiré des modèles agiles, permet de créer ce qu'ils appellent ce qu'on appelle dans le mode agile des squads, des équipes projets autonomes et polyvalentes, des tribes qui va regrouper plusieurs squads qui travaillent sur un même enjeu fonctionnel ou technique, et des chapters, des communautés formelles et transverses, orientées métier, expertise, qui vont répondre à des besoins d'alignement et de développement humain. On peut aussi citer, chez, Spotify, le fait qu'ils aient mis en place des Hack Days, des événements réguliers où les employés peuvent travailler sur des projets innovants de leur choix, même si c'est indépendant de leur fonction, différente de ce qu'ils font au quotidien au sein de l'entreprise. C'est intéressant de voir que, ces entreprises ont adapté ces pratiques pour favoriser, donc la participation active de leurs employés et partenaires, hein, parce que certaines, permettent, à des partenaires externes à l'entreprise également de contribuer, de manière à résoudre des problèmes et de manière créative, innovante et générer, de l'implication au sein de leurs équipes. En tout cas, générer de la valeur pour l'entreprise.